sur ce dossier et quel éclaircissement souhaitez-vous apporter? Ça, c'est les deux premières questions en attendant peut-être de revenir. Bon, ce qu'on peut peut-être faire, s'il y a des compléments relatifs à ces deux points, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre, sinon on fera le tour, hein, et puis le micro passera d'une main à une autre. Voilà, d'accord. Si vous voulez que ça soit interactif, on peut répondre une à une, mais on peut procéder à une première série de 4 ou 5 questions. On répond ensuite. Bon, alors, concernant le rapport de la Cour des comptes, je crois qu'il faut d'abord s'en féliciter. Parce que quand la vérité est dite, il n'est jamais trop tard pour la dire, il n'est jamais trop tard pour l'apprécier. Et je crois très sincèrement, je suis persuadé que ce rapport nous éclaire sur beaucoup de points, nous renseigne sur de nombreux points, et parfois sur des points qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Très sincèrement, moi, j'ai été dépassé par la découverte de certains faits. Et à cet égard, je souhaiterais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un débat qui ne nous appartient presque pas. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Ce n'est pas une réponse, ça. La vraie question est la suivante. Est-ce que les faits qui sont évoqués dans ce rapport correspondent ou non à des réalités? Je lui trouve simplement une limite, peut-être deux. La première, c'est que le rapport s'achève sur une conclusion qui semble avoir une consonance politicienne. C'est un peu déplaisant, mais ça ne gêne pas le reste du rapport. Pourquoi je dis cela? Je pense que l'audit devait conduire à pouvoir déterminer le stock réel de la dette publique, tout en mettant le doigt sur toutes ces anomalies qui gênent la transparence dans la tenue des finances publiques, puisque c'était ça l'objet principal de ce rapport. Il aurait dû également reconstruire le déficit budgétaire, mais aller jusqu'à faire le calcul des ratios par rapport au PIB, ça nous ramène à un souci de validation de propos qui ont été tenus auparavant par le Premier ministre dans un contexte politicien. Je dis contexte politicien parce qu'il s'agissait d'un rapport provisoire et il aurait fallu attendre le rapport de la Cour des comptes pour faire une conférence de presse de la dimension de celle qu'on a vécue en septembre 2024. Mais ce qui est extrêmement désolant, c'est qu'on découvre, en tout cas c'est la lecture que j'ai de ce rapport, qu'il n'y a pas simplement volonté de cacher des chiffres, de maquiller un taux d'endettement, de maquiller un taux de déficit budgétaire. Il y a surtout et avant tout absence de transparence, violation de la loi, dès lors qu'on prend des décisions de décaissement, d'encaissement hors loi des finances. Il y a des détournements organisés, il y a même, j'ai retrouvé des procédures de blanchiment, c'est-à-dire on fait quelque chose d'anormal, hors la loi, et on régularise par des processus de titrisation et autres. Mais les finances publiques sénégalaises apparaissent comme ayant été gérées par des tiroirs caisses, en veux-tu, en voilà, des ordonnateurs non habilités, des comptables non habilités, des caisses noires qui sont créées. Ce compte géré par le ministre des Finances, 300 milliards sur 5 ans, ça fait quand même des fonds secrets, parce que il faut le dire, c'est comme ça qu'on peut les appeler,
60 milliards par an. Des rachats de dettes compromises auprès des banques. Mais qu'est-ce que l'argent public a à faire avec des dettes compromises? Mais il y a des choses qui sont scandaleuses. Et même si c'est évoqué dans le rapport, je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas de l'impunité. Ça suffit, ça. Il faut... Les noms ne sont pas donnés, les dates ne sont pas précisées pour peut-être éviter parfois de donner des noms ou de faire des relations, des liaisons avec les noms, mais il faut que cela cesse définitivement. Il y a une pagaille qui a été organisée aux finances publiques par les politiques et par le premier d'entre eux, le président de la République, parce que sans lui, ce n'était pas possible. Et cette pagaille a coûté des centaines, des milliers de milliards au Sénégal, aux Sénégalais, parce qu'il s'agit de deniers publics. Il ne faut plus que ça se renouvelle. Je veux bien que le ministre dise, oui, on va régulariser, on va non, il faut que les sanctions tombent, que des poursuites soient engagées, parce que parfois, même les sociétés privées, même les banques se sont rendues complices. Je suis un ancien banquier. Quand vous ouvrez un compte dans une banque, que vous devez le faire fonctionner, on vous demande d'abord au nom de quel pouvoir? Montrez-nous les statuts de l'entreprise, montrez-nous la délégation que vous avez reçue pour pouvoir retirer des fonds, pour pouvoir éventuellement en déposer. Mais comment on peut ouvrir un compte avec des deniers de l'État sans demander qui est ordonnateur, sans demander qui a le droit de le mouvementer, et recevoir des ordres comme ça parce qu'il est ministre, parce qu'il est trésorier général, et procéder à des décaissements? Mais ça ne peut pas rester impuni, ça. Et à la limite, lorsque la responsabilité des banques est engagée, ben, elles n'ont pas à être remboursées. Ou alors elles doivent rembourser l'État s'il y a un dol vécu par l'État. Il y a des affaires avec le secteur privé, mais qui sont effarantes. Je me souviens d'un Lansar automobile, 16 milliards et demi pour louer des véhicules. Mais 16 milliards et demi, ça vous achète plus de 300 véhicules Toyota, 50 millions de francs CFA sur 5 ans. Non, vraiment, il faut sanctionner de la manière la plus sévère tous ces écarts. Ceux qui ont pris l'argent, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont caché les chiffres et qui ont donné des instructions pour ce faire. Il y a, parmi les points qui auraient pu être approfondis, puisqu'on va bientôt parler de surendettement du Sénégal. Comme vous le savez, nous étions dans un risque modéré. Selon la classification du Fonds monétaire international, on va entrer, sans aucun doute, dans un risque élevé, qui va nécessiter un ajustement structurel. Et je crois que les autorités en ont déjà pris conscience. Et les déclarations récentes que j'ai entendues venant du secrétaire général du gouvernement annoncent que c'est ce choix qui va être fait. Mais il est important que certains points évoqués dans le rapport, mais à mon avis de manière insuffisante, donnent lieu à débat. Dans le rapport, on évoque les commissions, les taux d'intérêt élevés. J'ai appris que les fonctionnaires du ministère des Finances, à travers le fonds commun, reçoivent des commissions lorsqu'ils endettent le Sénégal.
Non, il y a un sérieux problème. Ça veut dire que vous avez les intermédiaires, vous auriez, j'attends que ce soit confirmé, mais apparemment la source est très crédible. Vous avez des institutions qui sont désignées, qui sont des intermédiaires, qui reçoivent leur commission, et vous avez aussi les fonctionnaires qui travaillent sur le dossier, ou en tout cas qui ont délégué le travail à un intermédiaire, qui reçoivent une commission. Ça veut dire que le fonctionnaire du ministère des Finances, si cela est avéré, est intéressé à voir le Sénégal s'endetter, est intéressé à voir la dette sénégalaise s'accroître. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est pas possible. Alors, si vous avez des points particuliers sur lesquels vous souhaitiez revenir, j'en ai évoqué quelques-uns, mais vraiment, ce que j'ai découvert en lisant ce rapport, c'est d'une gravité inimaginable. C'est juste une relance sur la même question. Pensez-vous que ce rapport ouvre la porte à d'éventuelles poursuites